Merci beaucoup, chers collègues, chers professeurs. Merci beaucoup donc, de l'honneur qui m'est fait de venir cette année au congrès de l'APELIP. Et donc, je suis ravie de pouvoir venir et d'échanger avec vous autour des différentes thématiques d'endocrinologie pédiatrique. Donc, ce matin, on va parler beaucoup de régulation glycémique, puisque là, on va parler d'acidocétose. Est-ce que dans la salle, tout le monde a déjà été confronté à des situations d'acidocétose ? Oui, j'imagine. Voilà. Donc, ce sont des situations finalement. Le diabète de type 1 chez l'enfant, c'est pas une maladie rare. C'est une maladie qui augmente. Son incidence augmente tous les ans dans le monde, y compris en Afrique. Et ce qui augmente surtout, c'est l'acidocétose, enfin en tout cas le diabète, les révélations de diabète des enfants très jeunes, des moins de 3 ans. Et donc, ce qui pose un souci pour 2 raisons. La première, c'est que les symptômes sont très rapides chez les tout-petits d'acidocétose et de décompensation du diabète. Donc, ça va très vite entre le moment où les enfants commencent à être hyperglycémiques et le moment où ils se mettent en acidose. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est pas un diagnostic auquel on pense quand on est face à un nourrisson de 1 an déshydraté et qui vomit. L'acidocétose n'est absolument pas un diagnostic qui est évoqué par les médecins. Et donc, voilà, donc c'est très important que les pédiatres aient ce réflexe de la bandelette urinaire presque quasiment, quelle que soit la situation de venue aux urgences, en tout cas des enfants qui vomissent ou des enfants qui sont déshydratés. Alors, donc vous avez vos téléphones avec vous. On va tenter l'interactivité. Allons-y. Donc, vous avez un QR code. Sinon, pour ceux qui ont déjà fait des ateliers avec moi, on a déjà utilisé plusieurs fois WooClap. Vous pouvez aller sur le site wooclap.com et le code de l'événement, c'est APELIP. Et donc, vous allez tomber et vous tomberez sur les questions et les votes. J'en ai pas mis beaucoup, mais j'en ai mis quelques-unes pour qu'on puisse discuter, enfin, voilà, enrichir la discussion. Je pense qu'il y a vous avez un micro. Comme c'est un format atelier, l'idée, c'est vraiment d'échanger pendant la présentation. C'est pas grave si on ne va pas jusqu'au bout. Et on a jusqu'à quelle heure ? On a jusqu'à quelle heure ? Combien de temps l'atelier ? C'est 1h30, hein, je crois. Hein, 1h30. Hein. 10 heures. Docteur Ben Saïd, merci. Je vois que vous présidez la salle. Bientôt, vous allez pouvoir venir, voilà, vous allez pouvoir venir faire l'atelier avec moi. Avec moi. C'est bon là pour le code ? Ok. Donc, le premier cas, c'est voilà, donc c'est exactement ça illustre ce que je disais sur les petits. C'est un petit garçon de 17 mois qui a pas d'histoire familiale particulière et qui un jour brutalement commence à avoir des vomissements, de la fièvre et une grande fatigue. Donc, les parents consultent, enfin, ils prennent un rendez-vous et donc ils ont un rendez-vous le lendemain. Ils consultent le lendemain chez le médecin traitant qui pose un diagnostic de rhinopharyngite devant cette fièvre associée à des vomissements et qui prescrit du nifluril, je ne savais même pas que ça existait encore, de l'amoxicilline et un soluté de réhydratation orale, la diarrhée, pour lutter contre les déshydratations des vomissements. Donc, le lendemain, les choses ne s'arrangent pas, les parents sont toujours inquiets, et donc là, cette fois, ils vont aux urgences pédiatriques, parce que l'enfant vomit toujours, il n'a pas de diarrhée, il mange très peu, il arrive à boire, il boit bien de soluté de réhydratation,
Il est subfébrile et il est un peu tachycarde. 110, donc c'est limite sup. Hein, oui, il est tachycarde pour un enfant de 17 mois. Donc, il est examiné et la conclusion, c'est rhinopharyngite sans gravité, rentrez chez vous. Troisième jour, là, la mère, elle persiste. Elle dit, mais vraiment, cet enfant, mon enfant n'est pas comme d'habitude. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il retourne aux urgences et elle trouve qu'il ne respire pas bien. Donc, il a des signes, c'est décrit comme des signes de lutte sur l'observation des urgences. Hein, donc, il a un tirage intercostal à chaque inspiration. Il continue de vomir. Il a une conscience qui est un peu altérée. C'est un enfant qui est pas bien. Hein. Il est en état de choc en fait. Hein. Il a une tachycardie franche. Il est polypnéique. Et donc là, sur le bilan initial, il y a quelqu'un qui pense à lui faire une glycémie capillaire et il a une glycémie capillaire à 45 millimoles par litre, donc extrêmement élevée, avec une cétonémie à 15 millimoles par litre, donc aussi extrêmement élevée. OK ? Donc là, il y a un diagnostic qui est posé d'acidocétose diabétique. La gêne respiratoire et le tirage, c'était en fait une dyspnée de Kussmaul, qui est pas du tout une dyspnée DAS, c'est une dyspnée inspiratoire, hein, vraiment, et donc qui est bruyante, qui n'est pas généralement pas très rapide, hein, et qui signe qui est un signe d'acidose, parce qu'en fait les bicarbonates sont les acides sont tamponnés et sont excrétés par la respiration. Donc c'est pour ça que entrée, on va rajouter des chaises. Pour notre président, notre secrétaire, entrez, installez-vous. Donc, on est en train de raconter l'histoire d'un enfant de 17 mois qui est arrivé aux urgences au début pour des vomissements et ensuite pour une gêne respiratoire. Et donc, il arrive en état de choc et donc il est non perfusable. On est obligé de lui poser un cathé intraosseux. On lui fait 2 remplissages et donc une fois qu'on a réussi à faire tout ça, on peut enfin prélever un premier gaz du sang et qui confirme l'impression clinique, c'est-à-dire qu'il est franchement acide avec un pH à 7,08 qui est donc très bas. Des bicards extrêmement bas également à 4,5. La norme, c'est au-dessus de 15. Ça veut dire qu'il a utilisé ces bicarbonates pour tamponner l'acide. Ils ont été excrétés dans les urines où ils sortent par la respiration. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette dyspnée. Et un potassium qui est un peu élevé. Donc, on commence l'hydratation, on met du potassium et on envoie l'enfant en réanimation. Vous êtes d'accord avec tout ça? Est-ce que vous avez des commentaires à faire à ce stade? Vous pouvez prendre la parole. Hein. Il y a un micro qui peut circuler. Le diagnostic là, c'est le terme décompensation. C'est une acidocétose. Hein. Il est acide, le pH est bas, les bicards sont bas, la cétonémie est élevée. Donc, c'est une acidocétose qui révèle un diabète de type 1 chez un nourrisson de 17 mois. On est d'accord ? Donc, on pose le diagnostic d'acidocétose inaugurale. Donc, il va être réanimé. Et puis, une fois que l'insuline est commencée, bien sûr, en réanimation, et une fois qu'il a été réhydraté, rechargé en potassium, l'insulinothérapie débutée, on fait le switch pour l'insuline sous-cutanée et l'enfant, il est transféré dans notre service. Donc, nous, on va faire tout le travail d'annonce diagnostique, d'éducation thérapeutique et de soutien psychologique pour la famille. Alors, on va commencer. Attendez. Mince. Alors, donnez-moi une seconde parce qu'il faut que...
mettre ça comme ça. Il faut que je lance les trucs parce que sinon ça marche pas quand c'est sur l'écran. Tac. Voilà. Ça marche là? Oui. Donc là, vous devez avoir sur votre téléphone, vous devez avoir de quoi répondre aux questions. Bon, pour ceux qui sont arrivés, vous pouvez, je vous remontre le code si vous voulez. Je vous le mets là. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ça. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez scanner. Ça n'a pas marché. Oh là là. Vous pouvez aller sur wooklab.com, vous pouvez scanner le code et rentrer le code APLIP. D'accord? Pour les autres, vous pouvez voter. Donc la question, c'était quel élément dans l'histoire de cet enfant aurait pu faire évoquer le diagnostic avant ce 3e ou 4e passage aux urgences pédiatriques. C'est-à-dire toutes les personnes qui l'ont vu avant. Il faut savoir qu'un enfant, une découverte de diabète, voit en moyenne 2 praticiens médicaux, 2 médecins avant le diagnostic. Donc, il y a un retard au diagnostic qui est absolument majeur chez l'enfant, alors même que c'est quand même le diabète de type 1, on en parle très régulièrement en pédiatrie. Donc, si je ferme ça... Donc, ceux qui ont voté, il faut juste que ça marche pas super bien toute cette affaire. Voilà, on a plein de gens qui ont voté. Et donc, on a des votes pour... Alors, effectivement, on aurait pu faire une glycémie capillaire au cabinet. C'est une très bonne remarque. C'est facile à faire et vraiment, il faut avoir la glycémie capillaire ou la bandelette urinaire. Mais bon, les enfants, c'est plus rare qu'ils fassent pipi au cabinet. Mais la glycémie capillaire, c'est très facile à faire. La seule chose, c'est que les bandelettes se périment très rapidement. Et donc, voilà, donc faut pas oublier parce qu'une bandelette qui est périmée, elle vous met un chiffre normal de glycémie ou même bas, alors que l'enfant a une glycémie très haute. Donc, glycémie capillaire, très bonne idée. La diurèse, très bonne idée aussi. L'enfant déshydraté avec une persistance de diurèse, ça c'est complètement inhabituel. Normalement, quand on se déshydrate, on coupe le robinet et on arrête d'uriner pour garder son hydratation. Donc ça, déshydratation avec diurèse persistante, faire une glycémie capillaire ou une bandelette urinaire. Troubles du comportement, oui. Vomissement, déshydratation, ça c'était les symptômes. On aurait pu faire un ionogramme lors du premier passage aux urgences pédiatriques, tout à fait. Mais si vous faites un ionogramme sans la glycémie, vous pouvez ne rien voir parce que le potassium peut être juste un peu haut, la natrémie est souvent normale, donc c'est pas toujours très informatif. Hein. Non, mais il y a un élément qu'on pouvait demander, c'est l'analyse de la courbe de croissance. Et donc, regardez la courbe de poids. Donc, en fait, cet enfant, ça fait 3 mois qu'il perd du poids. Et chez le petit, la perte de poids est vraiment le premier symptôme. C'est-à-dire qu'ils commencent vraiment à perdre, ils deviennent tout maigrichons, ils perdent toute leur masse, toute leur adiposité. Et quand on arrive au stade de l'acidocétose, là, les symptômes sont très rapides. C'est-à-dire qu'il y a très peu de délai entre le syndrome polyuropolydipsique et l'acidocétose. Ils ont d'abord la perte de poids, la polyuropolydipsie et immédiatement l'acidocétose. Donc, on n'a quasiment pas de temps sur le côté syndrome polyuropolydipsique. Les grands, c'est différent. Les grands enfants, ils perdent du poids. Ils vont faire un syndrome polyuropolydipsique qui peut durer plusieurs semaines, parfois 2 à 3 mois. Et ensuite, ils se mettent en acidocétose. D'accord? La séquence des événements est beaucoup, beaucoup plus rapide chez les tout petits. Donc, un petit qui perd du poids, bandelette urinaire. Et donc là, on aurait fait le diagnostic avant toutes ces complications, avant l'état de choc, avant le cathé intra-osseux pour la réhydratation. Donc ça aurait été quand même mieux.
Alors, on n'a pas besoin de glycémie à jeun pour le diagnostic de diabète. C'est-à-dire que quand on pense au diabète, une chose, la bandelette urinaire, c'est anormal en toutes circonstances d'avoir une glycosurie. D'accord? Donc, présence de sucre dans les urines égale diabète. Donc, la bandelette urinaire, c'est comme ça. Sur la glycémie capillaire, en n'importe quand dans la journée, si vous avez plus de 2 grammes, à n'importe quel moment de la journée, plus de 2 grammes égale diabète. D'accord? Si par hasard l'enfant est à jeun ou à distance d'un repas, plus de 3-4 heures à distance d'un repas, s'il est au-dessus d'1,26 g, diabète. On dit même que c'est même toute glycémie au-dessus d'1,80 g est déjà pathologique en fait. Hein. Mais 2 grammes, au cabinet, 2 grammes, c'est le diabète. Alors le micro n'a pas l'air de... Vous pouvez le brancher peut-être? Ça, c'est bon. Alors justement, donc d'ailleurs nous on enseigne à la faculté de médecine dans le cours de diabète dès la 4e année de médecine. Donc c'est toute glycémie supérieure à 1,26 à jeun et une glycémie dans la journée supérieure à 2 grammes avec un syndrome polydipsique. Parce que le problème parfois, dans certaines situations de stress, on peut avoir une augmentation même dans les crises d'asthme sévères avec une petite injection de corticoïdes, ça arrive. On a une petite augmentation, mais sans syndrome polydipsique. Donc, le syndrome cardinal est très, très important pour orienter, et comme l'a dit et l'a si bien signalé le professeur Linglard, une déshydratation sans, avec polyurie, ça doit faire tiquer le médecin. Alors sur ce point, moi je crois vraiment, enfin je pense que avoir 2 grammes, un enfant qui est sous corticoïde, un enfant asthmatique, vous le prenez aux urgences, vous le mettez sous corticoïde, il monte sa glycémie au-dessus de 2 grammes, c'est un enfant qui a une dysrégulation glycémique. C'est un enfant qui va faire un diabète. Donc même s'il n'y a pas de syndrome cardinal, il faut, voilà. D'autres questions? Non, c'est bon pour vous? Ok. Donc, oui. Oui. À côté, voilà, évidemment. Oui. Oui, il faut, bien sûr, il faut faire très attention. Et ces enfants, il faut les explorer. Hein. Il faut enfin, pas ceux avec la perfusion, mais ceux avec les corticoïdes, il faut les explorer. Moi, je me dis, il vaut mieux toujours prendre, quand on a une glycémie un petit peu élevée, il faut toujours prendre ça au sérieux et surveiller l'enfant. Même si on se trompe, après, c'est pas grave. C'est moins grave de se tromper. On se dit peut-être c'est un diabète que le contraire, d'accord? Ouais. Et ça, on le voit dans notre pratique quotidienne. Le problème, c'est que des fois, des enfants, il y a un médecin, ils voient un médecin qui pense au diabète. Il a une glycémie élevée, il a une hémoglobine élevée et il dit ah non, c'est pas possible, c'est des médecins qui font ça. Ils redemandent à contrôler le bilan dans 2-3 jours et ça c'est très grave. Et oui. Là on récupère l'enfant le soir en DAC, en décompensation sévère. Là, tout à fait, exactement. Voilà. Surtout les tout petits, parce que vous avez vu à quelle vitesse ça va. C'est pour ça que si vous dites ah bah je vais lui demander une glycémie à jeun, le temps qu'il aille au labo, qu'il fasse la prise de sang, vous avez encore perdu 24 heures. D'accord. Donc le poids, voilà, le poids c'est bon. Après il y a plein d'autres contextes. Donc dans cette situation, l'enfant dont je vous parle là, la maman elle parlait pas bien français. Elle était très inquiète pour son enfant et elle avait vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc elle revenait aux urgences tous les jours. Mais comme elle parlait pas bien français, je pense qu'elle n'a pas réussi à exprimer le syndrome polydipsique. Et donc voilà. Et donc du coup, c'est vrai que les médecins n'ont pas tilté. Ok. Alors là, est-ce que ça va marcher? Non. Je vais lancer ma deuxième question. Là, vous devez avoir la question sur vos
téléphone, oui. Quelle est la définition de l'acidocétose diabétique? Donc là, je vous laisse voter. Vous avez droit à une réponse. Quelle est pour vous la meilleure définition de l'acidocétose diabétique? Glycémie à jeun supérieure à 1,24 g, glycémie supérieure à 11, enfin à 2 grammes, hein, à n'importe quel moment de la journée, glycémie à jeun supérieure à 1,8 et pH veineux à 7,3, glycémie supérieure à 2, pH veineux inférieur à 7,3 et bicard inférieur à 15 et cétonémie ou cétonurie, ou glycémie supérieure à 2, pH veineux inférieur à 7,1 ou bicard inférieur à 5 et cétonémie ou cétonurie. Donc, quelle est la définition de l'acidocétose? En fait, cette question de définition, elle est importante parce que le protocole qu'on va utiliser de traitement, c'est-à-dire qu'on doit poser un diagnostic d'acidocétose, sinon c'est une découverte de diabète, par exemple une hyperglycémie sans cétose ou une cétose sans acidose, et le protocole de traitement à ce moment-là peut être allégé. Mais le diagnostic d'acidocétose fait qu'on va utiliser ça veut dire qu'on a une histoire qui dure, on a eu une perte ionique très importante et on va devoir utiliser un certain protocole de traitement. Donc, vous avez parfaitement raison, c'est la définition numéro 4 qui est la bonne. C'est la glycémie supérieure à 2 grammes associée à un pH inférieur à 7,3, c'est-à-dire que une toute petite acidose, un tout petit peu d'acidose suffit pour la définition. Donc, on peut avoir soit le pH, soit les bicars inférieurs à 15 associés à une cétonurie. D'accord? Pardon. C'est ça la définition de l'acidocétose, c'est la définition de l'ISPAD, qui est la Société internationale de diabétologie pédiatrique. Et donc, il faut avoir l'association de ces 3 critères pour poser un diagnostic. Ensuite, on va pouvoir grader la sévérité de l'acidose, de l'acidocétose en fonction des valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, un pH inférieur à 7,10, là, c'est une acidocétose sévère. OK? Et donc, c'est ces enfants-là qu'on va mettre en réanimation. Ces enfants qui ont une acidocétose modérée, ça dépend un peu. Soit vous avez une unité de soins intensifs, vous êtes sûr qu'ils vont être bien surveillés pendant la première nuit. À ce moment-là, vous pouvez les garder, sinon vous les mettez en réanimation. Et une acidocétose légère, on peut la garder dans des lits portes ou dans un service où il y a une bonne surveillance. Donc, le diagnostic de diabète, c'est la glycémie qui est élevée. Le diagnostic d'acidocétose, c'est le pH et l'acétonémie qui vous font dire acidocétose. Okay ? Donc, on doit être bien clair dans les définitions quand on voit les enfants et dans le dossier de l'enfant, parce que le fait de faire une acidocétose est un facteur qui a été identifié comme un facteur de plus mauvais pronostic pour le déroulement du diabète après. C'est-à-dire que les enfants qui font pas d'acidocétose font moins de complications. À l'échelle épidémio-statistique, à l'échelle individuelle, c'est difficile à dire, mais globalement, quand on arrive de façon moins brutale dans la maladie, les choses se passent mieux après. C'est pareil. C'est pareil. Dès que vous avez 2 croix de cétonurie, et la cétonurie, alors il faut une cétonurie avec de la glycosurie, hein, parce qu'une cétonurie toute seule, ça peut être une cétose de jeûne. D'accord? Nous, on a maintenant les bandelettes de la cétonémie, donc qui sont en vente. Donc on vient de les avoir, hein. On les avait pas. Et on n'a pas l'habitude de doser la cétonémie à l'hôpital, donc puisqu'elle n'est pas disponible. Donc, mais on peut utiliser les bandelettes de cétonémie qui sont extrêmement utiles. Oui, maintenant elles sont en vente, oui. Voilà. Ouais. Et donc on peut. Alors si vous avoir ça dans un service d'urgence, c'est très utile parce que quand vous voyez l'enfant hyperglycémique, vous savez tout de suite s'il est en acidocétose ou pas avec votre bandelette de cétonémie. Hein. Et on l'utilise aussi beaucoup en pratique clinique courante. C'est-à-dire les patients, ils ont leur bandelette de cétonémie. Un enfant diabétique sous traitement qui vomit,
on fait une bandelette pour savoir s'il est cétodémique et si il a une décompensation acidocétosique de son diabète. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est très utile. Ça coûte un peu cher, malheureusement. Donc, je pense que, je sais pas, il faut que les patients les payent. Oui, il faut que les patients les payent. C'est un peu cher. Donc, voilà, c'est un des soucis qu'on a. Mais en tout cas, avoir ces bandelettes-là aux urgences, c'est très utile. On a aussi le problème de la date de péremption des boîtes qui est assez rapide. Donc, l'acidocétose, comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez... Enfin, donc, c'est malheureusement encore beaucoup trop fréquent comme mode de révélation du diabète. Plus l'enfant est jeune, plus le diabète est révélé par une acidocétose parce qu'on n'a pas pensé au diagnostic avant, par exemple sur la perte de poids comme on a vu. Donc, vous voyez, chez les enfants de 0 à 5 ans, le diagnostic de diabète est révélé dans 54% des cas, alors qu'entre 10 et 15 ans, on est plutôt entre 30 et 40%. On avait fait une campagne d'information en France sur le dépistage du diabète en population générale. Donc, il y avait eu des pancartes dans la rue, sur les bus, etc. Il y avait eu des spots télévisés. Et on avait vu la fréquence de l'acidocétose qui avait diminué de façon majeure parce que les populations elles-mêmes y pensaient. Mais donc c'était une campagne sur 1 an. La campagne a été arrêtée. 2 ans après, on est revenu aux chiffres qu'on avait au départ. Donc, c'est vraiment, voilà, donc je pense que notre moyen de communication, c'est de former les pédiatres, mais surtout de former les médecins généralistes qui voient très souvent les enfants en premier. Non, alors l'hémoglobine glyquée n'est pas un examen de dépistage du diabète. Le dépistage du diabète, c'est quand vous avez la glycémie qui passe au-dessus d'1,30 g, c'est le seuil de réabsorption, c'est le TM du glucose, c'est le seuil de réabsorption rénale du glucose. Okay ? Donc, quand la glycémie est au-dessus d'1,30 g, ce qui se passe, c'est que vous avez du sucre qui passe, le sucre passe dans les urines, mais il ne peut pas être réabsorbé par le rein. Okay ? Donc, en fait, les enfants diabétiques ont toujours une glycosurie. Okay ? Donc, c'est pour ça que alors, le dépistage, vous avez 2 façons. La bandelette urinaire, ce qu'on disait tout à l'heure, ou la bandelette capillaire. Voilà. Et n'importe 10 h du matin, 13 h, 19 h, glycémie à 2 grammes par litre, même en postprandial. L'enfant qui vient de manger, qui a 2 grammes par litre, c'est pas normal. Vous ne devez pas monter au-dessus d'1,80 g en postprandial. Alors, le dextro, on n'utilise pas le mot de dextro, pourtant il est sur quelques-unes de mes diapos, mais c'est pas grave. Normalement, on ne devrait pas utiliser le mot de dextro parce que c'est une marque de bandelette, en fait, dextro. D'accord ? Voilà. Donc, on dit glycémie capillaire. Glycémie capillaire, c'est la glycémie au bout du doigt. Et glycémie veineuse. Non, mais la glycémie capillaire, ça suffit. Ça suffit. On n'a pas besoin d'envoyer les enfants au labo. Oui, je voudrais juste rajouter, c'est vrai que c'est très... Maintenant, enfin, on a maintenant la situation, ça c'était en 2010 chez vous, donc maintenant toujours au Maroc, donc en 2020. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et nous, c'est encore plus grave parce que la méconnaissance déjà du diabète et par l'entourage et par, vous l'avez dit, la campagne d'information, elle a complètement changé. Et donc, il faut avoir des campagnes d'information en continu pour informer. Et l'école, parce que même l'école, ça peut être d'un grand apport dans le diagnostic de diabète chez l'enfant et de ne pas avoir des enfants qui arrivent au stade d'acidocétose sévère, parce que c'est ça le challenge, c'est de faire le diagnostic à un stade plus précoce. Sinon, la prise en charge, elle est très difficile et ça peut mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel, surtout chez les moins de 5 ans. Alors, je vous informe que le Maroc, malheureusement, il fait partie des pays où l'incidence devient la plus élevée dans le monde. Vous savez qu'on fait partie du top 10 mondial. Selon la Fédération internationale de diabète, malheureusement, on n'a toujours pas de registre de diabète et le diabète est de plus en plus fréquent, les moins de 5 ans. Et nous, au service de l'hôpital d'enfants de Rabat, en 2017, on avait 25% des enfants admis, ils avaient moins de 2 ans.
Donc, sur une année, on avait à peu près 300 nouveaux admis, 25% avaient moins de 2 ans. Donc, c'est dire qu'il est de plus en plus fréquent, de plus en plus jeune. C'est pour ça que parfois, il est difficile chez le nourrisson de faire le diagnostic. Donc, il faut y penser et ne pas hésiter à faire la bandelette glycémique capillaire chez l'enfant. Enfin, le sang, c'est très facile. C'est bon, tout le monde est OK avec le dépistage du diabète et de l'acidocétose. L'hémoglobine glyquée, ça va vous servir, pour continuer sur votre question, ça va vous servir pour vous donner un peu une idée de depuis quand les symptômes évoluent. Donc une hémoglobine glyquée, très souvent, un nourrisson, un petit, comme ça va très vite, l'hémoglobine glyquée n'est pas très élevée. Donc ça nous est arrivé de nous poser la question, mais de dire est-ce qu'il est vraiment diabétique? Parce qu'en fait, il arrive, il est déshydraté, il est en acidocétose, on fait l'hémoglobine glyquée, elle est à 6%. Donc là, on se dit mais bon, qu'est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, en fait, c'est parce que ça va tellement vite que l'hémoglobine glyquée n'a pas eu le temps. Pour que l'hémoglobine glyquée monte en pourcentage, il faut plusieurs mois d'exposition à une glycémie élevée. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous faites une découverte de diabète sur une hémoglobine glyquée à 14%, il vous faut quasiment 4-5 mois pour revenir à une hémoglobine glyquée à 7-8%. Donc, il faut vraiment, c'est la notion du temps qui explique le chiffre d'hémoglobine glyquée. Aussi, dans l'autre sens, il y a des fois des parents il y a un enfant qui présente des symptômes, un syndrome polydipsique, et les parents, ils cherchent sur les réseaux sociaux, ils cherchent sur Internet, ils voient que c'est un diabète. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'enfant au régime. Et donc, quand on le voit en consultation, quand il se décide de revenir en consultation, on tombe sur une glycémie qui est normale. Et donc là, les médecins, ils sont un peu dans... Donc, il ne faut pas lâcher ses enfants. Il faut demander, moi, ce que je fais en consultation, je demande à l'enfant d'aller manger tout simplement. Donc, il va prendre un repas qui est très sucré. Il prend un repas, il prend des glucides et je le revois dans 2 heures. 2 heures après, je fais une glycémie capillaire et là, la glycémie, elle est très élevée. Donc ça, c'est des fois aussi, on tombe sur des... Et après, on se dit, est-ce que... Voilà. OK, on continue. Alors, donc un petit peu, donc pour bien comprendre comment on va manager le traitement de l'acidocétose, il faut bien connaître la physiopathologie. Enfin, il faut avoir des notions de physiopathologie et de connaître les conséquences de la carence en insuline. Donc vraiment, chez une personne qui n'est pas diabétique, quand vous êtes à jeun, votre insulinémie diminue, mais elle n'est pas à 0. Hein. Vous continuez à produire une basale d'insuline. Okay. Donc, le fait que l'insulinémie diminue, ça fait que vous allez devoir, si vous êtes à jeun, vous n'avez plus d'apport d'énergie, donc vous allez devoir aller chercher l'énergie ailleurs. Et donc là, vous allez puiser essentiellement dans la masse grasse. Et donc, il y a une lipolyse qui se fait et on libère des molécules de glucose et des molécules d'acide gras. Donc de la cétogénèse. Donc ça va vraiment permettre, et la lipolyse, elle va être progressivement diminuée par le maintien de cette insulinémie basale. Et donc chez l'enfant diabétique, il n'y a pas cette insulinémie basale, il n'y a pas cette possibilité de contrôle de la lipolyse. Et donc, on a vraiment un emballement de la machine qui produit des substrats alternatifs, une production de corps cétonique absolument énorme et qui vont devoir être tamponnés. Donc, les bicarb vont baisser et les acides vont augmenter et il va falloir les excréter. Donc, la carence en insuline, c'est une situation de stress organique absolument majeure qui va déclencher tout un tas d'activations hormonales, de plusieurs facteurs qui vont chacun avoir des conséquences. Et l'objectif de l'augmentation de ces facteurs, c'est d'apporter des substrats au glucose, puisque le glucose ne peut pas être utilisé en périphérie. Donc, c'est d'apporter des substrats au glucose tant que c'est possible. Mais il y a un moment où ça n'est plus possible.
Donc, on a d'abord, on a une élévation des hormones de stress, donc les catécholamines, le cortisol et l'hormone de croissance, et une élévation du glucagon également. Et donc là, ça va donner une baisse de l'utilisation du glucose. Donc, comme vous n'avez pas c'est comme si l'organisme ne voyait pas le glucose circulant, donc ça donne une asthénie, parce que c'est comme si vous étiez, voilà, vous n'avez pas d'énergie, de substrat énergétique. On a dans la phase initiale, le glycogène, le foie au départ contient du glycogène et donc il va y avoir une glycogénolyse qui va être augmentée pour essayer de produire du glucose. Donc le fait de ne pas utiliser le glucose en périphérie, il reste dans le sang. Le fait de faire une glycogénolyse, ça va libérer des molécules de glucose du foie. Le fait d'augmenter la néoglucogénèse à partir d'autres substrats comme les acides gras par exemple, ça va aussi produire des molécules de glucose. Donc, tout ça aboutit à une hyperglycémie majeure. Et au bout d'un moment, l'hyperglycémie ne peut pas être, le sucre ne peut pas être réabsorbé par le rein. Et donc, il y a forcément une glycosurie associée. Donc, cette glycosurie, elle est de plus en plus élevée avec le temps qui passe et la glycémie qui augmente. Et elle entraîne donc une molécule de glucose, elle part dans les urines, mais donc elle entraîne de l'eau avec. Donc il y a une diurèse osmotique qui se fait avec la glycosurie. Et cette diurèse osmotique entraîne d'autres ions. Donc, elle va entraîner du sel, du potassium, du phosphore, du magnésium, tout un tas de choses. Et il faut bien comprendre que quand vous voyez un enfant pour une acidocétose, ce phénomène de diurèse osmotique et de perte d'énergie, donc de glucose, de perte ionique, est un phénomène qui dure depuis plusieurs semaines. Donc, il y a une perte quantitative qui est absolument majeure. Et donc, c'est pas en 1 heure ou en 2 heures de réanimation qu'on va compenser tous ces déficits. Il va falloir faire une compensation. Donc, vous avez une baisse progressive avec une perte progressive. Et donc, vous, avec votre traitement, il va falloir remonter, mais on essaye de pas remonter tout droit parce que là, il y a un stress et un choc pour l'organisme qui est majeur. Et il faut faire une augmentation et une réhydratation, une remise en forme qui soit progressive. Alors, la diurèse osmotique donne une perte de sel et donc une déshydratation, ce qui en lui-même donne un hyperaldostéronisme. Vous essayez de contracter le secteur vasculaire et donc encore un facteur de perte potassique. Donc, vous avez déjà du potassium qui part avec la diurèse osmotique, ça part encore plus avec l'hyperaldo. Et donc, tout ça aboutit à une déshydratation qui est d'abord extracellulaire, puis intracellulaire. Donc, on a une déshydratation intra- et extracellulaire. D'un autre côté, donc ça, c'est l'aspect sucre. OK ? Comme le sucre ne peut plus être utilisé, qu'il n'y a plus de substrat énergétique, toutes les voies métaboliques vont s'orienter vers la production de substrats énergétiques alternatifs et donc on va augmenter la lipolyse et produire des corps cétoniques qui sont de très forts substrats énergétiques. Donc tant qu'on peut, on produit des corps cétoniques, donc c'est de la cétone, c'est ça qu'on mesure quand on utilise les bandelettes de cétonémie ou la cétonurie dans les urines. Donc, c'est le bêta-hydroxybutyrate, l'acétoacétate. Et c'est ça qui donne cette haleine terrible des enfants qui sont en acidocétose, où ils ont une haleine comme s'ils étaient à jeun et qu'ils ne s'étaient pas lavé les dents. Donc, voilà. Donc, c'est les corps cétoniques qui ont cet effet-là. Les corps cétoniques vont être tamponnés par les bicarbonates, mais l'équilibre, on n'a plus d'équilibre et on va se retrouver, les patients vont se retrouver, il y a toujours un excès de corps cétonique et ils vont se retrouver en acidose. Donc, ils ont à la fois une cétonurie et une acidose. Et donc, l'acidose va être responsable va faire sortir le potassium des cellules. La cétose génère des vomissements de la même façon que quand vous êtes à jeun, vous n'avez pas forcément très faim, vous avez un peu la nausée, c'est pareil. Donc, ça génère des vomissements et des douleurs abdominales. Et il y a une excrétion des acides par les urines, mais aussi par la respiration, et c'est l'hyperventilation.
Donc voilà, donc tout ça, ça explique un peu la physiopathologie de l'acidocétose. Donc au total, quand les choses évoluent fortement, on a perdu beaucoup d'eau, perdu beaucoup d'ions. Okay. On a une déshydratation extra et intracellulaire qui concerne les cellules du cerveau. Les cellules du cerveau sont impactées. Et donc, je vous parle de ça parce qu'une des complications majeures de la réanimation du diabète, c'est l'œdème cérébral. Et donc, l'œdème cérébral, en fait, il se prépare pendant la phase de l'acidocétose à cause de ses conséquences sur les cellules cérébrales. Donc, les enfants qui ont une histoire qui dure longtemps sont plus à risque d'œdème cérébral au cours de la réanimation. Et la déshydratation fait que vous pouvez avoir une baisse de la filtration rénale et une insuffisance rénale. Donc, au stade terminal, les enfants tombent dans le coma, sont en insuffisance rénale, en hypokaliémie et peuvent décéder. Voilà, ça arrive malheureusement, ça arrive encore. Il faut savoir qu'un enfant qui est acide et qui fait un arrêt cardiaque, en fait, comme il y a eu toutes ces pertes ioniques, c'est extrêmement difficile de les récupérer. On ne peut pas faire repartir le cœur. Donc, en fait, on va essayer d'éviter au maximum qu'il y ait un arrêt cardiaque. On peut réanimer beaucoup de choses, mais si l'enfant se met en arrêt, c'est mort. Donc, c'est très compliqué. On ne peut pas faire repartir la conduction cardiaque. Donc, j'ai exposé les différents éléments. Donc, les objectifs du traitement, ça va être de réhydrater, restaurer le stock de sodium et de potassium, casser l'acétose, donc en apportant de l'insuline, qui va permettre de remettre du glucose dans le foie, de réaugmenter l'utilisation du glucose par les muscles, de baisser sans normaliser la glycémie et de dépister et de prévenir les complications aiguës du diabète. Donc quand on a compris ça, ben on sait le bilan qu'il faut faire. Donc, si on n'a pas le temps, par exemple, l'enfant que je vous ai présenté là, on n'a pas eu le temps de faire le iono ni rien. Il était en état de choc. On a posé l'intra-osseuse. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la glycémie capillaire, l'acétonémie capillaire. On a le diagnostic, ça suffit. Sinon, donc, le gaz du sang veineux, parce qu'avec ça, vous aurez le pH et les bicars, la glycémie veineuse pour confirmer votre diagnostic. Il vous faut un ionogramme sanguin pour faire votre natrémie. Quand les enfants sont très hyperglycémiques, vous êtes obligé de calculer la natrémie corrigée, quand vous avez des glycémies franchement élevées. C'est important pour le taux de potassium parce que ça va aussi guider la réanimation. Et l'urée, la créatinine sont importants, on a vu, pour la fonction rénale. Et l'ECG, il est important pourquoi ? Pour le potassium. Excellent. On entend les urgentistes là qui parlent. Voilà. Donc, le traitement, le traitement de l'acidocétose, est-ce que j'ai mis après ? Oui, je vais en reparler après. Le traitement de l'acidocétose, c'est un traitement protocolisé. C'est-à-dire, il faut avoir un protocole dans son service d'urgence, dans son service de pédiatrie, et il faut suivre le protocole à la lettre. On ne doit pas dévier du protocole, parce qu'en fait, ça, c'est la garantie qu'on va faire les choses comme il faut. Dans les protocoles de traitement de l'acidocétose, tout est écrit, c'est-à-dire que vous avez les situations des enfants qui sont en hypo ou en hyperkaliémie, la situation des enfants en fonction des chiffres de glycémie. Et donc, voilà. Et donc, le fait de suivre le protocole qui est aujourd'hui, même si ça varie un tout petit peu d'un service à un autre, mais les principes de ces protocoles sont les mêmes dans tous les services et ils ont été établis avec l'expérience qu'on a de la réanimation de l'acidocétose. Donc, dans les principes d'un protocole, c'est qu'on va corriger les pertes hydriques, mais doucement, et on met à peu près 5-6 millilitres kilo de liquide.
On va apporter du potassium parce que, comme vous avez vu, on a toujours une déplétion intracellulaire de potassium. Donc, on commence par une certaine concentration de potassium dans la perfusion. Une fois qu'on a récupéré le ionogramme, on va ajuster la quantité de potassium dans la perfusion. On met de l'insuline. Alors, ce qui est très important, c'est que, en fait, la réanimation de l'acidocétose, elle commence par la réhydratation et on attend un petit peu avant de mettre l'insuline. OK ? Parce qu'il faut leur apporter du potassium d'abord. Si vous mettez de l'insuline va faire rentrer le potassium dans les cellules et vous allez chuter votre kaliémie et vous risquez le trouble du rythme. OK ? Donc, ce qui est important, en gros, c'est à peu près 1 heure. Ça dépend. Par exemple, l'enfant que je vous ai montré, il a été réhydraté sur place, transporté par le SAMU et on a commencé l'insuline quand il est arrivé chez nous. Donc, ça a mis 1h30 à peu près. Quand on commence la réhydratation, déjà, on commence à protéger l'enfant. Rien que le fait de réhydrater fait que vous allez augmenter le secteur extravasculaire et que la glycémie va spontanément baisser. D'accord ? Donc, on ne fait plus jamais, ça c'était, même vous, il y a plein de jeunes dans la salle, vous n'avez jamais connu ça, mais on ne fait plus de bicarbonate, même si les enfants sont acides. On ne supplémente pas, très souvent la phosphorémie est basse parce qu'il y a eu une perte urinaire de phosphore, mais on ne supplémente pas en phosphore, ça sert à rien, ça va remonter tout seul. Et c'est pas un ion qui donne des complications aiguës, sauf si la phosphatémie est vraiment extrêmement basse. Et comme je disais, il faut avoir un protocole. Et donc, dans toutes les urgences pédiatriques, ce sont des choses qui sont disponibles. Alors, les volumes à perfuser, ils vont être, en gros, les enfants ont une perte liquidienne qui est à peu près de 70 millilitres kilo jour. Et donc, quand on commence la réhydratation, donc il va falloir et réhydrater et compenser les pertes. Donc, en gros, chez un enfant de moins de 10 kilos, on met 100 millilitres kilo jour, et chez les enfants qui sont plus gros, ça va être proportionnel à peu près à la surface corporelle en fait. Donc ça, c'est bien indiqué dans les recommandations de l'ISPAD. Je vous ai mis là, on voit rien, mais on s'en fiche. C'est pas ça la question. La question, c'est que dans les recos de l'ISPAD, et ça c'est bien de mettre ça en annexe des protocoles, il y a un tableau où vous avez le poids de l'enfant. Et vous avez le débit de perfusion à côté. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper, vous n'avez pas besoin de faire de calcul, tout est calculé à l'avance. Donc nous, on a mis ça dans notre protocole et c'est extrêmement utile. Oui. Non, la kaliémie, on prend la kaliémie brute du iono. C'est essentiellement la natrémie qu'on corrige. Vous avez raison, je ne sais pas pourquoi on fait ça, mais ouais. Alors, l'insuline. Donc, l'insuline, l'objectif, c'est d'arrêter la lipolyse, de restaurer le métabolisme et de fournir, que normaliser les concentrations de glucose et que de pouvoir métaboliser le glucose. Et donc, la perfusion d'insuline, elle doit, comme j'expliquais, elle doit être un peu retardée par rapport au moment où on a commencé la réanimation. Elle se fait en intraveineux, en la seringue électrique. On ne fait pas de bolus d'insuline. On y va doucement parce qu'on doit faire baisser la glycémie doucement. Si on va trop vite, on risque l'œdème cérébral. OK ? Donc, oui, allez-y. J'ai juste une petite remarque là-dessus parce que toujours, c'est l'éternel problème avec les réanimateurs. Alors, ils adorent faire baisser, parce que eux, ils ont peur de l'hyperglycémie. Donc, quand ils trouvent une glycémie high, donc ils veulent rapidement la baisser. Donc, c'est des débits d'insuline qui sont très rapides. Et donc, on se retrouve avec des hypoglycémies, ce qui aggrave l'œdème cérébral. Donc, nous, c'est vrai qu'on a un protocole qui est affiché au service depuis des années, depuis mes débuts avec le professeur Amina Balafrej. On se bat avec les réanimateurs pour suivre ce schéma qui est d'ailleurs
de l'ISPAD. Hein. Nous, on n'a rien inventé. Donc, mais là, malheureusement, ils continuent toujours de faire. On n'arrive pas à les convaincre. Absolument. Donc l'intérêt de l'ISPAD, c'est vrai que c'est une société, cette société de diabétopédiatrique qui a vraiment fédéré les diabétologues pédiatres et qui a amélioré ce protocole de prise en charge de l'acidocétose pédiatrique avec les années et qui fait qu'aujourd'hui, quand on suit ce protocole-là, globalement, bien sûr qu'il y a des enfants qui sont compliqués, bien sûr qu'il y a des complications aiguës du diabète. L'œdème cérébral, je vous ai expliqué qu'il y avait cette déshydratation des cellules cérébrales avant que le diagnostic ne soit fait. L'œdème cérébral, les choses sont jouées avant que vous commenciez votre réanimation. C'est-à-dire que il y a des enfants qui ont déjà des troubles de la conscience avant même qu'on ait fait le diagnostic. Et donc, ils sont déjà en œdème cérébral avant qu'on commence. Donc, c'est une complication. C'est vrai qu'on doit en avoir peur, on doit s'en occuper, mais quelque part, on peut faire ce qu'on veut, on changera pas le destin des gens et ceux qui doivent faire un œdème cérébral feront un œdème cérébral. Heureusement, c'est pas fréquent. Donc, l'insulinothérapie, c'est des petites doses. Hein. On fait 0,05 à 0,1 unités kilo/heure. Et il y a même certains enfants, parfois les petits, on va même baisser encore cette dose. On peut même se mettre à 0,025 unités kilo/heure parce qu'on veut vraiment y aller très doucement. OK ? Donc, la réhydratation, on a commencé avec je l'ai pas dit, mais excusez-moi, mais on commence avec du sérum physiologique parce qu'il faut apporter beaucoup de sel. Et donc, quand votre glycémie est autour de 2,5 g, 3 g, ce qui est encore franchement élevé pour une personne standard. Hein. Là, on switch et on commence à perfuser du glucose avec de l'insuline. Parce que si vous faites pas le switch à ce moment-là, ça va baisser et votre patient va se retrouver en hypoglycémie. Ok ? Donc vous mettez à ce moment-là un glucosé avec avec 10 grammes par litre, enfin vraiment avec beaucoup de sel. Donc avec du sel et du potassium. Non, alors la perfusion d'insuline, c'est une seringue électrique, donc le volume, il est tout petit, on s'en fiche. Vous mettez dans un sérum Phi normal, hein. Ouais. Excusez-moi. On met 2 voies. On met 2 voies et on peut mettre en Y l'insuline. Alors, oui. Nous, au Maroc, il y a un problème. Donc, c'est pas tous les services de pédiatrie qui ont des seringues autopulsées. Donc on peut pas. On met en Y sur une deuxième voie. Ce qu'on utilise, par exemple, à l'hôpital d'enfants, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, on met le schéma de l'Estradé, qu'on utilise toujours. Donc, on fait 3 litres par mètre carré, modifié, voilà. Et donc, on met l'insuline au sein de... voilà. Mais quand alors, le protocole de l'ISPAD lutte contre le protocole de l'Estradé qui a au moins 80 ans. Oui, mais dans nos conditions... Donc, des fois, ça marche bien. On ne change pas une équipe qui gagne, hein, ça marche très, très bien. Et donc, quand on suit le protocole de l'Estradé, c'est pas parce qu'il est vieux de 80 ans, hein, on n'a pas les moyens, on fait avec. Donc, le protocole de l'Estradé modifié, hein, donc on le suit très, très bien, ça marche très, très bien. Par contre, certains services qui veulent suivre, alors avec les 2 voies, la seringue autopulsée, parfois ils se trompent et donc on a des problèmes. Nous, on n'a jamais eu de problème. Ça fait maintenant 20 ans et même avant. Hein. Moi, je pense qu'il y a professeur Gauzy, docteur, il était bien avant moi au service. Le protocole de l'Estradé modifié, ça marche très, très, très bien hein, à l'hôpital. Avec nos moyens, quand on a la possibilité de faire le schéma de l'ISPAD, on le fait, mais quand il n'y a pas... L'ISPAD, voilà, donc l'ISPAD, ils ont fait des publications, ils ont évalué les choses, ils proposent un protocole qui est comme ça, donc qui est utilisé partout, et donc voilà, aujourd'hui, le standard de la perfusion d'insuline, c'est comme ça. Et on fait une dilution dans la perfusion, on se met à une unité par millilitre, comme ça, quand vous prescrivez en millilitres, vous prescrivez en unités d'insuline. Donc, sur le plan du calcul, c'est extrêmement simple. Hein. Pourquoi on utilise toujours le schéma de l'Estradé ? Parce que
on a des fois, on rencontre souvent des arrêts de perfusion. Donc, si vous imaginez, si l'insuline continue en Y et la perfusion, elle s'arrête, donc on a des problèmes. Donc, quand on a les moyens, on fait le schéma 2 injections. Quand on n'a pas les moyens, malheureusement, c'est ce qu'on fait. L'arrêt de perfusion, les enfants qui se déperfusent, c'est dans tous les pays. Je n'aime pas malheureusement parce que ça marche très très bien. Il faut juste respecter les règles. Il ne faut pas faire baisser la glycémie très rapidement. Il ne faut pas passer le bicarbonaté, quel que soit, sauf dans quelques cas exceptionnels, et c'est dans les services de réanimation. Moi, on a passé le bicarbonaté dans 2 cas, c'est des filles qui étaient destinées à faire la dialyse. Voilà. Donc, moi, je pense que quel que soit le schéma, si c'est un schéma qui marche très très bien, il ne faut pas le dénigrer parce qu'il est ancien ou non. Moi je suis peut-être de l'ancienne école. Je vais avec les moyens de bord. Je ne vais pas changer le monde. Je ne peux pas changer le monde, malheureusement. Hein. Donc, je travaille avec. Ça marche très, très bien. Quand il est bien, avec une surveillance très, très, très rapprochée. Je suis d'accord avec vous. J'ai pas de problème. Vous êtes une professionnelle du diabète, donc il n'y a pas de souci. La question, c'est l'ISPAD a produit des recommandations qui sont applicables même par les gens qui ne connaissent pas bien. Et donc, je pense que c'est ça qu'on doit retenir et qu'on doit utiliser. OK? Bon. On continue? Alors, donc l'objectif vraiment de l'insuline, ça va être de casser cette cétose et de rétablir le métabolisme. Mais la clé dans tout ça, c'est d'aller doucement, parce qu'on va essayer de remettre le métabolisme doucement dans la bonne direction. Mais on ne peut pas le faire de façon brutale à cause de ce qui s'est passé pendant plusieurs semaines avant. Et donc ça, c'est une notion qui est importante à avoir. Oui. On continue le sérum Phi jusqu'à cette glycémie. Oui. Jusqu'à ce que votre glycémie baisse à 2,5 grammes, 3 grammes, hein, pas 2 grammes. Hein. Et là, on passe au glucosé. Et vous allez adapter le 5%, parfois même vous pouvez monter à du 10% si la glycémie baisse trop. Il faut voir que les enfants, ils sont hyperglycémiques, mais ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, c'est pas une hérésie de perfuser un glucosé à un enfant qui a 2 grammes par litre. Hein. Ça va lui apporter du glucose que lui va utiliser pour mettre dans ses muscles. Parce qu'au début, les enfants ne mangent pas. Hein, on leur donne pas à manger. Les enfants qui sont en acidocétose, on les met en pause alimentaire pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'à cause de l'hypokaliémie intracellulaire, ils ont une paralysie digestive et donc c'est pour ça aussi qu'ils vomissent, qu'il y a ces histoires de douleurs abdominales, etc. Et donc vous risquez des vomissements et un syndrome d'inhalation. Donc on va les mettre à jeun, mais donc du coup ils sont dans un état catabolique extrême, il faut leur apporter de l'énergie. Donc on fait le switch pour du glucosé. Avec du sel, oui. 5%. 5%. Mais vous allez adapter en fonction de comment évolue votre réanimation. Professeur. Alors, un enfant qui est en acidocétose, il faut le surveiller. Hein. Là, on est obligé de surveiller. Un enfant qui est en acidocétose, sinon on le met dans la réanimation, mais on doit le surveiller. Quel est l'élément de surveillance? Quels sont les éléments de surveillance d'un enfant qui est en acidocétose que vous n'auriez pas mis en réanimation, que vous gardez en salle? Qu'est-ce que vous allez surveiller?
La respiration, donc oui. Alors la respiration, donc quand l'acidose baisse, effectivement, la respiration s'améliore. Il faut faire très attention, les enfants qui sont en acidose très sévère, ils ont un épuisement et donc ils vont baisser spontanément aussi leur fréquence respiratoire, en fait, d'épuisement. Et voilà, donc ceux-là, ils sont très graves, il faut faire vraiment attention. Mais sinon, vous avez raison, donc la respiration, quoi d'autre? Neuro, la conscience. Ça, c'est vraiment, toutes les heures au début, puis toutes les 2 heures, il faut lui parler, vérifier que l'enfant répond. Voilà. Donc l'état de conscience, c'est parce qu'on va chercher l'œdème cérébral. Hein. Okay. Quoi d'autre? La diurèse, tout à fait. Est-ce que l'enfant urine ou pas? Alors, 2 causes. L'anurie chez l'enfant diabétique. Insuffisance rénale aiguë. L'autre, le globe vésical. Le globe vésical à cause de l'hypocalcicystie. Donc, les enfants qui sont un peu sévères ou s'ils n'ont pas fait pipi, on les sonde pour être sûr que voilà qu'on n'ait pas parce que vous allez dire ah ben non il n'a pas de diurèse, mais en fait non c'est juste qu'il y a un globe. Hein, ok. Donc là on a dit la diurèse. Qu'est-ce qui manque encore comme élément de surveillance? Le CG, tout à fait. Le CG. Au début on fait toutes les 2 heures. Puis après, on peut espacer une fois qu'on a vu les complications, est-ce qu'il y a ou pas des signes d'hypocalcicystie. La gazométrie, absolument. Donc le pH, vous avez besoin du pH. Le sucre, la bandelette, non, alors pas urinaire, parce que urinaire, ça va mettre longtemps à se négativer, c'est pas assez précis. Donc c'est bandelettes capillaires ou la glycémie veineuse, donc la glycémie, le sucre. Et quoi, le iono, un scope pour la fréquence cardiaque, hein, pour l'état d'hydratation. Je pense qu'on a fait le tour. La tension artérielle. La fréquence cardiaque, oui, mais tout le monde n'a pas un scope. Hein, vous êtes, c'est pas tout le monde. Alors la fréquence cardiaque. Ouais, bah oui, malheureusement, ça, ce qui est écrit hein, entre la pratique et ce qui est. Il n'y a pas de scope aux urgences ou dans les services de pédiatrie. Il y a des scopes en pédiatrie. La fréquence respiratoire, alors la tension artérielle, et oui, c'est vrai, la diurèse, c'est un parce qu'on parfois on oublie la diurèse. Oui, la diurèse, c'est un élément très important. Alors. Quelles complications aiguës peuvent arriver au cours de la réanimation de l'acidocétose? Oui, allez-y. Comment on gère les problèmes de potassium? Je vais en parler. Je vais en parler juste après. Alors, il faut le temps que ça baisse. Donc, au début, vous pouvez faire toutes les heures, mais c'est toutes les 2 heures. 2 heures dans la situation très aiguë. Puis après, vous allez espacer. Quand ils sont sous sérum salé, on les surveille. C'est une surveillance très rapprochée, parfois toutes les demi-heures, hein, une glycémie toutes les demi-heures parce qu'il y a un risque important d'hypoglycémie. Quand on passe au sérum glucosé, c'est toutes les 2 heures. Hein, donc, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Il y avait quelqu'un qui... Oui, docteur Ben Saïd. Si, l'électrocardiogramme, on le fait initialement. Et c'est là où on va décider de la quantité de potassium qu'on va mettre dans la perfusion. Et on va surveiller pour voir comment se passe l'évolution. Donc, si vous avez un enfant qui a un électrocardiogramme normal au démarrage avec des ondes T, bon, vous êtes à peu près tranquille. Hein, vous n'avez pas besoin de le refaire toutes les 5 minutes. Hein. Mais si vous avez un électrocardiogramme avec des ondes U, là, il faut refaire le CG toutes les 2 heures et ajuster vos quantités de potassium à ce que vous voyez sur le CG. Et ça prend, ça peut prendre 12 heures, rarement plus de 24 heures. Mais c'est entre 12 heures et 24 heures la correction de l'électrocardiogramme. Hein. Donc, c'est vrai qu'il faut... La phase aiguë, c'est une phase... quand même de fragilité pour les enfants qui est importante. Alors,
On en était sur les complications aiguës qui peuvent arriver pendant la réanimation de l'acidocétose. Donc, effectivement, l'œdème cérébral, c'est vraiment quelque chose qu'on va craindre en numéro 1 parce que c'est une complication avec des séquelles majeures. Et donc, on ne veut pas que les enfants... Mais comme je vous disais, les facteurs de risque... Enfin, on sait aujourd'hui que très probablement, tout se joue avant de commencer la réanimation et qu'il y a des enfants qui font des œdèmes cérébraux. L'insuffisance rénale, très bonne réponse. Les signes électriques, j'imagine, d'hypokaliémie. L'hypoglycémie, ça peut arriver aussi au cours de la réanimation. Alors, vous démarrez une réanimation, l'enfant, il a 6 grammes de sucre ou 7 grammes ou 8 grammes de sucre. L'hypoglycémie, elle ne va pas arriver dans l'heure qui suit. Hein. Vous avez le temps. Hein. Donc, l'hypoglycémie, c'est plutôt un peu après. C'est-à-dire quand vous êtes là, dans cette période où vous allez vouloir switcher du sérum Phi vers le glucosé, c'est là où il faut commencer à surveiller de près parce que là, ça peut dégringoler un peu vite. Hein. Mais au début, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Oui. Ça dure combien en moyenne? Pour équilibrer la glycémie. Alors, non. Pour réhydrater, pour corriger l'acidose, c'est entre 12 et 24 heures. D'accord? Donc, normalement, en 24 heures, on a corrigé l'acidose. Rarement plus. Mais la glycémie, ça peut prendre plus de temps. C'est pas grave que la glycémie reste à 2 grammes sur les 3 premiers jours. Ok. Ce qui est important, c'est de réhydrater, de corriger l'acidose et quand vous êtes à 2 grammes de glycémie, vous risquez rien. Vous n'êtes pas en cétose. Donc, c'est de corriger l'acidose et d'enlever la cétose. Ok. Il y avait une autre question là. Alors, pour votre première question, moi, je ne suis pas réanimatrice. D'accord ? Moi, j'ai des enfants dans mon service, ou je gère des enfants dans mon service, ou aux urgences, ou aux liportes. Et donc, je ne perfuserai pas de bicarbonate, jamais, parce que c'est un facteur de risque d'œdème cérébral. Un enfant qui est à 6,9 de pH ou 6,95, il doit être en réanimation. Les réanimateurs, ils ont tout un tas de choses, ils ont des sondes intracérébrales, ils ont des surveillances de duresse, des scopes, des machins, des trucs. Eux, éventuellement, ils peuvent être amenés à utiliser les bicarb. Mais il y a très peu de protocoles de réanimation où il y a du bicarbonate. Hein. Très, très peu. Hein. Donc, voilà, c'est des circonstances quand même archi exceptionnelles et c'est pas du tout basé uniquement sur le chiffre de pH. Et votre deuxième question, c'était oui, parfois ça remonte. Donc, parfois ça remonte normalement. Quand vous perfusez de l'insuline et que vous faites votre réhydratation, ça doit baisser progressivement. Si ça remonte, c'est que l'enfant est déperfusé, c'est qu'il n'y a plus d'insuline. C'est qu'il n'y a pas assez d'insuline. L'enfant s'est déperfusé, ou alors il a mangé, ou il a le droit de manger. Hein. Bien sûr, on va lui donner à manger au bout d'un moment. Hein. Donc, voilà. Donc, on fait... si la phase aiguë est passée, on peut faire un bolus ou alors on fait une sous-cute d'insuline. Le mieux, c'est de faire une sous-cute parce que vous aurez une libération prolongée, vous n'aurez pas un effet aigu de l'insuline. D'accord ? Si vous êtes encore dans la phase de réanimation, vous êtes dans les 24 premières heures, là, il vaut mieux changer la perfusion. C'est que vous avez un problème dans votre poche ou dans la voie veineuse. OK ? L'insuline, ça marche toujours. D'accord ? Ça marche très bien. Ça marche toujours chez tout le monde. Donc, quand vous avez une perfusion d'insuline, soit à la seringue électrique, soit dans une poche en Y, comme vous voulez. Vous avez une perfusion d'insuline, vous voyez votre glycémie qui baisse progressivement. Donc, ça veut dire que l'insuline, elle fonctionne. D'accord ? Vous laissez votre débit. Si vous laissez le même débit, ça va continuer de baisser progressivement. Si ça remonte, ça ne sert à rien d'augmenter le débit. Normalement, ça marche. Si ça remonte, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est que l'insuline n'arrive pas dans le corps de l'enfant. Vous comprenez ? Donc, il faut changer la voie, il faut changer la perf, il faut tout refaire.
Et là, ça marche. C'est comme, on a la même chose, on a beaucoup d'enfants sous pompe à insuline. Donc, nos enfants qui sont sous pompe à insuline, ils vont très bien, puis tout d'un coup, les voilà qui sont hyperglycémiques. C'est pas un problème de débit, c'est un problème que le cathéter il est bouché. C'est de la technique. C'est de la technique. Donc, il ne faut pas perdre de temps, parce que si vous dites j'augmente, vous allez perdre du temps. Non, vous continuez. Vous continuez, vous enlevez la paire, vous en reposez une autre, vous refaites votre poche d'insuline et vous continuez. OK? On ne compense pas, sauf un phosphore très très bas. Très très bas, moins de 0,3. 0,3, ça fait 1 mg. Vous comptez en milligrammes ou en millimol? Les deux. C'est très très bas, 0,3. Hein. Oui, docteur Ben Saïd. Alors, très bonne question. Hein. Au stade aigu, pas encore. On n'a pas encore de système qui nous permet de. Alors, on a des algorithmes hein, qui vous pouvez rentrer la glycémie, ça vous dit combien d'insuline vous devez mettre, etc. L'intelligence artificielle, on l'a dans le stade juste après, quand on va poser une pompe avec une boucle fermée. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et où vous avez le capteur qui va enregistrer la glycémie, qui va parler à la pompe pour lui dire le débit d'insuline et qui va s'améliorer, qui va s'auto-entraîner et s'améliorer avec le temps en connaissant l'enfant et qui va progressivement améliorer la glycémie. Mais à la phase aiguë, on n'a pas trop d'IA. Ah ouais, vous avez raison. Alors, ah non, mais je voulais juste, éventuellement, je vais vous faire un petit, parce qu'il est 10h15. On avait eu une question sur le potassium. Donc ça, c'est les taux de potassium chez les enfants qui font une acidocétose. Donc vous voyez qu'on a à peu près un quart des enfants qui ont des potassiums bas. Donc, c'est ceux qui sont très sévères, parce que non seulement ils sont bas en intracellulaire, mais ils sont aussi bas en extracellulaire. Ceux-là, très, très gros risque, grosse dose de potassium. Et on a un certain nombre d'enfants qui ont des potassiums élevés au moment du diagnostic, mais il faut quand même leur faire un ECG parce qu'ils peuvent quand même avoir un potassium intracellulaire bas. Mais sinon, voilà, grosso modo, on a à peu près 2/3 qui ont des kaliémies normales. Donc, effectivement, donc, en fait, dans le protocole et dans les recos de l'ISPAD, c'est écrit comme ça. Nous, on fait comme ça. Si le patient est hypokaliémique, il est forcément hypocalicystique. Il faut vraiment, on démarre tout de suite le potassium. Si le patient est plutôt côté hyperkaliémique, vous vérifiez qu'il a une diurèse avant de commencer le potassium dans la perf. D'accord ? Donc ça, c'est juste un petit point à connaître pour la réanimation. Et donc, en gros, les doses de potassium, on est autour de à peu près 40 millimoles par litre de potassium pour les enfants. Alors, ce que je voulais vous mettre, c'était, je crois que j'avais mis quelque part, bon, c'est pas grave. Je voulais vous faire un autre petit cas clinique pour avoir votre diagnostic. Donc, c'est un enfant qui a à peine, même pas 2 mois encore, donc un tout petit bébé qui vient aux urgences. Il est né 4 kilos, non, il est né à 3 kilos et quelques. Donc, il vient aux urgences pour fièvre et asthénie, pâleur. Il vient, voilà, donc il est pas bien et à ce moment-là, il a pas tout à fait 2 mois. Il est né à 3 kilos 5. Il a pris dans le premier mois, il a pris à peu près 30 grammes par jour. Mais là, quand il arrive, il est déshydraté, il n'est pas en forme et il ne prend plus de poids.
Donc, c'est un enfant qui a une histoire familiale pas spécifique. Et donc, aux urgences, quand on l'examine, effectivement, il a perdu du poids. On est autour de 13% de perte de poids. Il est fatigué. Il a une hémodynamique qui est encore correcte. On fait quand même un petit remplissage. Comme il est fébrile, il est mis sous antibiotiques. Le bilan infectieux est négatif, mais il y a une glycémie, vous voyez, qui est à 71 millimoles par litre, 13 grammes. Donc, du coup, on lui fait le iono. Il a un pH à 7,20, des bicarb à 10, une urée à 15 et une cétonurie positive. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi? La glycémie est élevée, c'est un diabète. Restons avec la base. Hein. La glycémie est élevée, c'est un diabète. Est-ce que c'est une acidocétose? Oui, c'est une acidocétose. D'accord? Ok. C'est une acidocétose. Le pH est inférieur à 7,3. Les bicarb sont inférieurs à 15. Donc, c'est un nouveau-né, enfin, c'est un nourrisson de 2 mois qui a un diabète de type 1, enfin, qui décompense avec une acidocétose. Donc, il est rempli et sa réanimation commence et donc il est perfusé. Alors, je ne sais pas pourquoi au départ, ils avaient mis aux urgences un peu de G5, mais peut-être parce qu'ils étaient partis sur l'infection. C'est vite switché au sérum Phi. Il est passé au sérum Phi 5 ml/kg par heure. Au bout d'1 heure, il est mis à l'insuline, 0,05 unités kilo. Puis la glycémie à H2, vous voyez qu'elle a baissé de 71, donc de 13 grammes à 8 grammes. Et donc, à ce moment-là, ils vont changer et ils vont lui mettre du G5 avec du glucose. Il est transféré en réanimation parce que quand même, le pH, vous avez vu que le pH reste un peu bas. Il est toujours à 7,21, donc il est transféré en réanimation. La réanimation continue et finalement le pH 7,30, voilà, le pH se corrige et l'enfant il va naviguer un peu, donc il passe du sérum Phi, vous voyez, au G5 et G10 parce que la glycémie baisse progressivement. Vous voyez qu'il est à 13 grammes, 8 grammes, 7 grammes, 6 grammes, 3 grammes, 1 gramme 9, 1 gramme 9. OK? Et donc, quand on arrive à J3, J4, à ce moment-là, il se met à faire des hypoglycémies, à convulser. Et donc, on est extrêmement inquiet pour cet enfant. C'est assez rare de faire des hypoglycémies au cours de la réanimation d'une acidocétose. Il a un état neurologique qui est très inquiétant au décours des convulsions. On lui fait un EEG et une écho transfrontalière qui montrent pas grand-chose, mais cependant, à l'IRM, il a quand même des signaux thalamiques, avec des hypersignaux de la substance blanche. Donc, il a quand même, il s'est quand même passé quelque chose et il y a quand même des images qui sont assez typiques de l'hypoglycémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça, cet enfant? Une glycosurie? Alors, avec 13 grammes, oui, il y avait une glycosurie, oui. Oui, alors avec 71 millimoles de glycémie, l'acidémie méthylmalonique, ça ne donne pas d'hyperglycémie. Hein. Ça donne des pertes urinaires, on est d'accord, mais ça ne donne pas d'hyperglycémie. Donc là, c'est sûr que c'est une acidocétose diabétique. Ça, c'est sûr. D'accord? Je voulais revenir, je vous remontre le bilan initial. Vous avez déjà vu des enfants avec des chiffres comme ça de glycémie, par exemple? C'est très élevé. C'est très élevé. Très, très, très élevé. Normalement, quand on est très hyperglycémique comme ça,
on devrait être très cétonurique. Ah, j'ai appuyé sur quelque chose, non? On a perdu l'écran. Mince. Ah, voilà. Alors, je reviens. Normalement, quand vous êtes très hyperglycémique, c'est un diabète très, très, très avancé, vous devriez être très acide et la cétonurie devrait être très élevée. Donc, quand les glycémies sont très élevées comme ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'hyperosmolaire. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une acidocétose, mais on est presque plus dans la situation du coma hyperosmolaire que de l'acidocétose. Donc, je voulais attirer votre attention sur ça, sur cette notion de l'hyperosmolaire. Pourquoi cet enfant-là de 2 mois, au diagnostic, c'est un hyperosmolaire? Quels sont les patients qui vont faire des comas hyperosmolaires? Qui vont faire des découvertes de diabète avec des syndromes d'hyperosmolarité? Alors, les sujets âgés, pourquoi? Pardon? Ils ne sont pas hydratés. Exactement. Donc, en fait, c'est tous les patients qui ont un syndrome polyurique, mais qui ne peuvent pas faire la polydipsie, qui ne peuvent pas boire. Donc, parce qu'en fait, quand vous avez un syndrome polyuropolydipsique, qu'est-ce qui se passe? Vous pissez, et donc comme vous pissez, vos centres de la soif s'animent, vous avez soif, vous buvez. D'accord? Mais pour ça, il faut avoir accès à l'eau, et il faut être suffisamment grand pour pouvoir ou de se déplacer, et il faut avoir le cerveau en bon état. Donc, les personnes âgées qui ont une altération du centre de la soif ou qui ne peuvent pas se lever, qui sont grabataires, se mettent en hyperosmolaire parce qu'ils ne peuvent pas boire. Le nouveau-né, typique, classique du nouveau-né. Les enfants polyhandicapés. Nous, on a eu ça, on a eu un patient polyhandicapé qui a fait un diabète, c'était un hyperosmolaire majeur. Donc voilà, les enfants obèses qui font un diabète de type 1 et qui se réhydratent au coca, ils boivent, mais ils prennent du sucre en quantité majeure en même temps. Tout ça, c'est des situations d'hyperosmolaire. Et donc, là où il faut être vigilant, c'est que la réanimation de l'hyperosmolaire, elle est un tout petit peu différente. C'est-à-dire que dans l'hyperosmolaire, je vous ai mis les différences entre les deux. Dans l'hyperosmolaire, on va vraiment essayer il faut hydrater plus, parce qu'il y a eu plus de pertes d'eau. Donc, il faut hydrater plus d'un côté. Et d'autre côté, il faut baisser doucement la glycémie. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé chez cet enfant, c'est qu'on a été trop vite. Et c'est pour ça qu'il a fait cette hypoglycémie à la fin, avec des séquelles neurologiques. Donc la différence vraiment entre les deux, c'est ça. Il faut faire vraiment attention à l'hydratation dans l'hyperosmolaire. Mais surtout, il faut surtout y penser. Parce qu'en fait, une fois que vous y avez pensé, vous allez aller sur ChatGPT, sur PubMed, je sais pas quoi, vous allez trouver la réanimation de l'hyperosmolaire. Mais la question, c'est juste de se dire, oh là là, j'ai une glycémie qui est au-dessus de 10 grammes par litre, c'est quand même énorme, quoi. Énorme. Et donc, ça peut être un hyperosmolaire. Je voulais vous montrer la courbe, voilà, de cet enfant. Donc, vous voyez, en fait, on est descendu beaucoup trop vite en glycémie chez ce patient et on aurait dû être beaucoup plus prudent sur la réanimation glycémique. Donc, c'est une illustration, j'aime bien ce cas clinique parce que vraiment, c'est une illustration que la réanimation du diabète, on a envie d'aller vite parce que les enfants vont pas bien, mais il faut prendre son temps. Ben, si, elle est forcément influencée, bien sûr qu'elle est influencée par cette déshydratation, parce que quand vous buvez, vous allez diluer. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça descend au départ assez vite, c'est parce qu'ils ont mis la perf, donc la expansion du volume extracellulaire, et la glycémie baisse avant même que la perf d'insuline ne commence. Ouais, il faut mettre 0,025 dans les hyperosmolaires, parce qu'on va avoir une diminution spontanée du fait de la réhydratation. Oui, tout à fait.
Alors, il y a peut-être une définition que je ne connais pas par cœur. Il y a à la fois les chiffres, mais il y a aussi la dissociation avec le pH et la cétose. C'est-à-dire qu'ils sont très hyperglycémiques et la cétose n'est pas très augmentée. Oui. Et parfois, ils ne sont même pas en acidose. Mais juste, c'est vrai que c'est des... Alors, le coma hyperosmolaire, il est très rare chez l'enfant. Hein, c'est exceptionnel. C'est vrai que ça peut survenir dans des cas pareils. C'est un nouveau-né ou un nourrisson de bas âge et qui a été réanimé trop rapidement. Hein. On voit très bien d'ailleurs des erreurs de réanimation, le G5, ce qui a aggravé son hyperglycémie. Puis, donc ça, c'est des erreurs. C'est pour ça qu'il faut y aller, comme l'a si bien signalé le professeur Linglard, il faut y aller très doucement. Il ne faut pas être très impatient pour baisser la glycémie. Donc nous, enfin, ce qu'on fait, c'est la clinique. On reste très clinicien. Alors, la réhydratation et la surveillance. Donc, une fois, on ne fait pas très attention aux chiffres glycémiques. Hein. C'est plutôt la clinique. Si l'enfant ne doit pas avoir de troubles neurologiques, doit bien se réhydrater, la diurèse, pas de troubles hémodynamiques, et puis pour ne pas se retrouver dans ces états d'hypoglycémie. Et je vais revenir sur le cas du petit, parce que le nourrisson, il y a un grand problème, et dans le diagnostic, et j'ai beaucoup apprécié une diapo que vous avez, c'est la saturation de 97, parce que maintenant, parfois, dans certaines structures, alors un enfant ou un nourrisson qui vient avec une polypnée, on fait une saturation, elle est à 99, à 98, alors tout va bien, on peut demander un bilan où on lui dit de rentrer chez lui, comme ça s'est passé pour votre patient. Ça, c'est déjà arrivé aussi, hein, un nourrisson de 10 mois qui vient, qui traîne depuis quelques jours, et puis il va chez le pédiatre, et il lui donne un antibiotique, puis il revient dans une clinique, on lui fait une saturation, il fait une polypnée, 99, alors que ça n'a rien à voir, c'est une acidose métabolique, les poumons sont sains, et donc on ne va pas avoir une désaturation. Donc, il ne faut pas envoyer un enfant qui a une polypnée, qui a une saturation normale. Donc, c'est complètement faux. Donc, c'est très important de suivre. Moi, c'est vrai que quand on suit, on surveille, on n'a pas ces complications. Merci. Oui ? Oui. Le scope, c'est pas fait pour regarder, sauf si quand vous faites votre CG, vous posez le scope, vous voyez quelque chose vous-même vous le voyez sur le scope, là vous pouvez suivre sur le scope. Mais il n'y a pas toujours une corrélation entre le CG et le scope. Et chaque 2 heures, c'est au début. Et les enfants qui ont besoin d'un ECG chaque 2 heures, ils doivent être dans une réanimation. Ouais. Pédiatrique. Ouais, parce qu'alors là, les adultes, eux, ils vont mettre, je sais pas combien de litres mètre carré, 1 unité kilo d'insuline, voilà. Voilà, et donc au bout de 24-48 heures, en général, on fait le relais par voie sous-cutanée et on part sur le protocole de traitement habituel. On continue, bien sûr, la supplémentation potassique pendant 1 semaine, hein, parce que la déplétion potassique est tellement importante que c'est pas, je dirais, avec 24 heures de perf, vous avez réussi à mettre 4 grammes, que ça va réussir à compenser toutes les pertes qu'il y a eu pendant des jours et des jours. D'accord ? Oral. Sirop, comprimé, ça dépend de l'âge de l'enfant. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention.